Bonsoir. Au cours de la séance précédente, nous avons étudié la régulation de la fonction de reproduction chez l'homme. Aujourd'hui, je vais vous présenter la régulation de la fonction de reproduction chez la femme. Pour commencer, je vais rappeler la structure de l'appareil génital chez la femme. Alors, comme chez l'homme, il est formé par deux gonades qui sont les ovaires, les conduits génitaux pavillon, trempe de Fallope et un muscle creux, l'utérus, et l'organe d'accouplement, le vagin. Alors, contrairement à l'homme, chez la femme, depuis la puberté jusqu'à la ménopause, l'appareil génital fonctionne de façon cyclique, avec une périodicité de 28 jours en moyenne, dont la principale manifestation externe est les règles ou les menstruations. De la même manière, les ovaires présentent aussi une évolution dans leur structure que l'on peut observer à partir de coupes transversales, et l'observation microscopique de ces coupes à des moments différents du cycle montre cette évolution. Par exemple, on peut observer cette coupe de femelles de mammifères qui montre des structures qu'on appelle les follicules primordiaux situés à la périphérie, d'autres structures appelées follicules secondaires, plus volumineuses, d'autres follicules tertiaires ou encore ce qu'on appelle les follicules cavitaires, caractérisés par les cavités. Et vous voyez que ces deux follicules cavitaires n'ont pas le même stade d'évolution. Alors, et on remarque que toutes ces structures folliculaires présentent au centre une cellule qui représentera le futur gamète femelle. Alors, si on passe à une autre coupe microscopique de l'ovaire, à un moment plus avancé au cours du cycle, on observe une structure qui est volumineuse, qui ne présente pas au centre la cellule, qui est le futur gamète femelle, et qu'on appelle corps jaune. Donc, on a montré à partir de ces deux coupes microscopiques que l'ovaire présente une activité cyclique et qu'on peut résumer sous forme d'un schéma d'interprétation qui montre bien les structures ovariennes et que l'on peut trouver dans l'ovaire à des moments différents, représentés par les follicules primaires qui vont évoluer, et au cours de chaque cycle, un seul follicule arrive au stade de follicule de De Graaf. Les autres dégénèrent. Ce follicule de De Graaf va être rompu et libère l'ovocyte, accompagné avec les cellules folliculaires, et ce follicule rompu se transformera en corps jaune. Lequel, corps jaune, s'il n'y a pas fécondation, il va régresser à la fin du cycle et qu'on va appeler un corps jaune cyclique. Donc, je peux résumer ce cycle ovarien qui dure environ 28 jours et qui comporte 3 phases. Je commence par la phase dite folliculaire ou pré-ovulatoire, pendant laquelle une dizaine de follicules tertiaires évoluent. L'un d'entre eux deviendra le follicule de De Graaf. La deuxième phase, c'est l'ovulation, qui correspond à la rupture de la paroi de l'ovaire et du follicule avec expulsion de l'ovocyte, accompagnée avec les cellules folliculaires. La dernière phase, la phase lutéale ou post-ovulatoire, pendant laquelle il y a la formation du corps jaune à partir du follicule rompu. De la même manière, à part l'ovaire, l'utérus peut présenter aussi une variation cyclique et qu'on appelle le cycle de l'utérus.
Alors, au niveau de l'utérus, on va appeler ce cycle le cycle menstruel, puisque les premiers jours du cycle sont caractérisés par ce que nous avons appelé les menstruations. La phase qui suit, c'est perte menstruelle, et dite phase post-menstruelle. Et la phase suivante est appelée phase prémenstruelle, puisque à la fin du cycle, il va y avoir de nouveau les menstruations qui vont caractériser un nouveau cycle. Donc, cette phase est une phase prémenstruelle par rapport à ces menstruations. De la même manière, on peut observer, à partir des coupes de l'utérus, l'évolution de cet utérus pendant la phase post-menstruelle ou la phase prémenstruelle. Alors, on va observer la coupe d'un utérus de Lapine pendant la phase post-menstruelle qui montre le myomètre et l'endomètre qui va proliférer après les menstruations, puisqu'il y a eu la destruction à peu près donc des 4/5 de cette muqueuse utérine ou endomètre, et au cours de cette phase, il va y avoir le développement de l'endomètre et la formation des glandes qu'on appelle les glandes en tube. Si on passe à la coupe maintenant de l'utérus de Lapine, mais pendant la phase prémenstruelle, on remarque que l'endomètre va présenter un aspect différent et qu'on appelle la dentelle utérine, au cours de laquelle on observe là un développement de la lumière, puisque les glandes en tube deviennent plus sinueuses. Donc, de la même manière, on a constaté que l'utérus présente aussi une structure qui varie au cours du cycle et qu'on appelle le cycle utérin, et plus exactement, on a observé là les modifications concernant la structure de l'endomètre, qu'on peut appeler le cycle de l'endomètre. Parallèlement, au niveau du col de l'utérus, il va y avoir aussi une variation cyclique de la glaire cervicale qui est sécrétée. Laquelle glaire commence à partir donc de la phase post-menstruelle et qui va devenir dense, et elle va relâcher l'émail donc au moment de l'ovulation. Alors vous observez là l'aspect de la glaire cervicale en période d'ovulation qui montre bien que l'émail sont bien relâchés. Si on observe l'aspect de cette glaire hors de la période ovulatoire, sachant qu'on a agrandi l'image par rapport à la première figure de 6000 fois à peu près, et on observe que la tête du spermatozoïde n'arrive pas à franchir l'émail de cette glaire. Donc, les émails vont être serrés et cette glaire, elle est dense. Donc, aussi, au niveau du col de l'utérus, il y a une variation cyclique. Alors, on a démontré que, d'une part, l'ovaire présente une activité cyclique, l'utérus, à son tour, aussi présente une activité cyclique, qui est le cycle utérin, et que le cycle de l'ovaire ainsi que l'utérus sont synchronisés. Alors, on va essayer de voir quelle est la nature des relations entre l'ovaire et l'utérus. On va essayer de mettre en évidence cette relation par des expériences réalisées sur une femelle qui est une souris pubaire. Alors, je commence par la première expérience qui est une expérience témoin où on observe chez cette souris un développement normal cyclique de la muqueuse utérine. La deuxième expérience, on a réalisé, comme vous voyez, l'ablation des deux ovaires ou la castration bilatérale. Cette castration entraîne un arrêt des cycles utérins et l'atrophie de l'utérus. Donc, on peut déduire que l'ovaire
bien les ovaires, contrôlent le développement et l'activité cyclique de l'utérus. On va essayer de voir maintenant, est-ce que l'utérus, à son tour, contrôle l'activité de l'ovaire. Donc, troisième expérience, on va réaliser, comme vous voyez, l'ablation de l'utérus. Le résultat donne que le cycle ovarien est normal et il y a arrêt de la menstruation. Donc, on peut déduire que l'utérus ne contrôle pas l'activité de l'ovaire, mais il est le siège des menstruations. Alors, pour voir maintenant quelle est la nature de la relation entre les ovaires et l'utérus, puisqu'on vient de montrer que les ovaires exercent un contrôle sur l'activité de l'utérus, on va passer à la deuxième série d'expériences qui est réalisée aussi sur des femelles qui sont pubères, toujours des souris, et on va essayer de corriger les troubles de la castration par soit des injections, soit de la greffe. Donc je commence par la greffe des ovaires sous la peau. On va essayer de voir la conséquence sur le cycle de l'endomètre. Donc le résultat, ça donne un développement normal et cyclique de la muqueuse utérine. Donc on peut déduire que les ovaires greffés peuvent contrôler par voie sanguine l'activité de l'utérus. De la même manière, si on va réaliser des injections quotidiennes dans le sang d'extrait ovarien à cette femelle ovariectomisée, on constate qu'il y a un développement de la muqueuse utérine, mais sans variation cyclique. Donc, on peut déduire que les ovaires contrôlent l'activité de l'utérus par l'intermédiaire d'une ou plusieurs hormones dont la sécrétion est aussi cyclique, puisque les injections quotidiennes ne permettent pas de rétablir le cycle utérin. Alors, on va essayer de voir la sécrétion cyclique de ces hormones ovariennes. On a démontré que les ovaires sont des glandes endocrines et qui sécrètent deux sortes d'hormones de nature stéroïde. D'une part, les œstrogènes qui sont produites par les cellules folliculaires de la granulosa et les cellules de la thèque interne. La deuxième hormone, c'est la progestérone. Elle est sécrétée par les cellules lutéales du corps jeune. Alors, comment évolue le taux de ces hormones ovariennes tout le long du cycle? Je vais commencer par l'évolution des œstrogènes. Alors, comme vous voyez, les œstrogènes, au début du cycle, présentent une sécrétion qui n'est pas très importante. Par la suite, environ 48 heures avant l'ovulation, on observe une sécrétion importante sous forme d'un pic de sécrétion des œstrogènes. Après l'ovulation, il y a toujours maintien de la sécrétion des œstrogènes qui présente un deuxième pic de sécrétion vers à peu près la moitié de cette phase, mais qui est moins important par rapport au premier. Si on va voir maintenant l'évolution de la sécrétion de la progestérone durant ce cycle, on constate que cette hormone est nulle pratiquement durant la phase folliculaire, et ceci est dû au fait qu'elle est sécrétée par le corps jaune. Donc l'absence du corps jaune pendant cette phase explique l'absence de la sécrétion de cette hormone. Et à partir de l'ovulation, il va y avoir la formation du corps jaune qui va être à l'origine de la sécrétion de la progestérone qui va présenter un taux élevé vers à peu près la moitié de cette phase lutéale, le 21e jour,
Mais quand vous le remarquez qu'il y a une chute de cette hormone qui est expliquée par la régression du cœur jeune. C'est ce que nous avons appelé le cœur jeune cyclique. Alors, pour résumer, les hormones ovariennes sont sécrétées de façon cyclique durant le cycle ovarien. C'est ce qu'on va appeler le cycle hormonal. Vous voyez là qu'il y a 2 cycles successifs qui sont représentés par la sécrétion cyclique, et tout le long du cycle, il y a la sécrétion des oestrogènes, mais la progestérone, elle n'apparaît que pendant la phase lutéale. La chute des hormones ovariennes est responsable d'un nouveau cycle qui est caractérisé par les règles ou les menstruations, puisqu'on vient de montrer qu'il existe bien une relation entre l'activité de l'ovaire et l'utérus, et que normalement les ovaires contrôlent l'activité de l'utérus par l'intermédiaire de ces 2 hormones ovariennes. On peut suivre l'évolution de la muqueuse utérine en fonction des taux des hormones ovariennes. Alors, le cycle menstruel caractérisé par le saignement ou les menstruations. Parallèlement, on observe, maintenant on fait la phase post-menstruelle, parallèlement au niveau de l'ovaire, qu'il va y avoir une croissance folliculaire qui va permettre la sécrétion des oestrogènes durant la phase folliculaire. Lesquels oestrogènes, on va essayer de voir leur évolution et parallèlement l'évolution, c'est-à-dire leur action sur l'endomètre. Donc je reprends, vous voyez que l'évolution, là, la sécrétion des oestrogènes va permettre la prolifération de l'endomètre. Maintenant, vous voyez la rupture du follicule, c'est-à-dire l'ovulation, et on va observer maintenant la transformation du follicule rompu en cœur jeune, lequel cœur jeune commence à sécréter la progestérone, laquelle progestérone, avec l'action de l'œstrogène, va permettre aussi la transformation de l'endomètre. Donc je continue. Vous observez que au cours de la sécrétion de la progestérone, il y a une transformation glandulaire et l'aspect de l'endomètre que nous avons appelé la dentelle utérine. La fin du cycle est caractérisée par la chute des hormones, ça veut dire la régression du cœur jeune, c'est-à-dire qui va avoir comme conséquence la destruction de à peu près le maximum, les 4/5 de cette dentelle utérine. Et un nouveau cycle va reprendre par les menstruations. Si on essaie de voir maintenant l'action de ces hormones ovariennes, alors on vient de montrer que les ovaires contrôlent l'activité de l'utérus par l'intermédiaire des 2 hormones, les oestrogènes et la progestérone. Je commence par les oestrogènes qui sont sécrétés durant la phase folliculaire par les follicules. Lors de chaque cycle, ils sont responsables de la régénération de l'endomètre et sa sensibilisation à l'action de la progestérone. Ils ont aussi une action sur le myomètre pour permettre l'augmentation de ces contractions. Maintenant, durant la phase lutéale, le cœur jeune va continuer la sécrétion des oestrogènes et parallèlement, il va y avoir apparition de la progestérone qui va être responsable de la prolifération des glandes de l'endomètre, de la sécrétion du glycogène. Elle agit aussi sur les artérioles qui se spiralisent et elle stimule
les glandes du col de l'utérus, c'est-à-dire la claire cervicale. La progestérone agit aussi sur le myomètre en mettant au repos le muscle utérin. Alors la question qu'on se pose maintenant, qu'est-ce qui maintient cette activité cyclique de l'ovaire que nous avons montrée sous forme d'un cycle structural et de cycle hormonal? Donc on va passer à la régulation du cycle sexuel de la femme. Et la question qu'on se pose, le complexe hypothalamo-hypophysaire contrôle-t-il, comme chez l'homme, l'activité de l'ovaire? Alors, je commence par les observations cliniques. On a constaté que certaines tumeurs hypophysaires et la lésion au niveau de l'hypothalamus se caractérisent par une baisse de la sécrétion des gonadostimulines. Chez les patientes atteintes de telles tumeurs, on observe des anomalies du cycle génital, notamment absence d'ovulation et disparition des règles. Alors, je commence par étudier le contrôle de l'ovaire par l'hypophyse. Et on va mettre en évidence ce contrôle par une série d'expériences réalisées chez des souris femelles, donc pubères, et on admettra que le cycle sexuel chez cette souris est comparable à celle de la femme. Alors, toujours, je commence par l'expérience témoin qui montre que cette souris présente une activité ovarienne normale et un développement normal et cyclique de la muqueuse utérine. Deuxième expérience, l'ablation de l'hypophyse chez cette rate adulte entraîne qu'il n'y a plus d'activité ovarienne, pas de sécrétion hormonale et pas d'ovulation, et absence de développement de la muqueuse utérine. Troisième expérience, si on va réaliser maintenant à cette femelle hypophysectomisée des injections d'extrait hypophysaire en concentration adaptée, on remarque qu'il y a une reprise de l'activité ovarienne, c'est-à-dire des sécrétions hormonales et le déclenchement de l'ovulation, ainsi que le développement normal et cyclique de la muqueuse utérine. Donc on peut déduire à partir de ces expériences que la disparition des cycles après l'ablation de l'hypophyse et la restitution de fonction obtenue par les injections des extraits hypophysaires montrent que le cycle ovarien et le cycle utérin sont sous le contrôle d'hormones hypophysaires. Alors, quelles sont ces hormones hypophysaires? L'expérience suivante montre que, alors je décris d'abord l'expérience. Quand on isole le lobe antérieur de l'hypophyse et qu'on le place dans un milieu nutritif approprié, selon une méthode de culture de tissu, le milieu s'enrichit en FSH et en LH. Déduction, l'expérience précédente montre que les hormones sécrétées par l'hypophyse antérieure sont les gonadostimulines, FSH et LH. On les appelle gonadostimulines puisqu'elles stimulent les gonades. Alors, on va essayer de voir comment évoluent ces deux hormones hypophysaires tout le long du cycle sexuel. Alors, durant la première partie donc du cycle, à peu près les 6 premiers jours, il va y avoir une augmentation de la sécrétion de FSH, qui est représentée par cette courbe, et de la LH. Et cette sécrétion, elle n'est pas très importante. Ensuite, on remarque qu'il y a une chute de ces hormones hypophysaires, qui va être suivie par une augmentation brusque de la sécrétion de ces deux hormones, qui est représentée sous forme d'un pic de sécrétion de LH
et pic de sécrétion de FSH. Et cette sécrétion donc, de ces deux pics est située environ quelques heures avant l'ovulation par rapport au cycle ovarien. Durant la phase lutéale, on remarque que le taux de ces hormones hypophysaires est pratiquement très faible. Et à la fin du cycle, il va y avoir de nouveau une légère augmentation de ces hormones hypophysaires. Alors, quelle est l'action de ces hormones hypophysaires sur l'activité ovarienne? On peut résumer cette action sous forme d'un schéma où on observe que l'hypophyse, qui est cette glande, sécrète les deux hormones que nous avons appelées gonadostimulines FSH et LH. Au cours de la phase folliculaire, c'est l'action de la FSH qui domine. Elle stimule la croissance folliculaire, qui sont donc en évolution, ainsi que la stimulation de la sécrétion des oestrogènes. Au cours de la phase pré-ovulatoire, la décharge de LH et de FSH provoque la reprise de la myose de l'ovocyte 1, puis l'expulsion de l'ovocyte 2 accompagnée avec quelques cellules folliculaires. C'est l'ovulation. Au cours de la phase lutéale, c'est essentiellement la LH qui stimule la transformation du follicule rompu en corps jeune, ainsi que la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone par ce corps jeune. Mais la question qu'on va se poser, est-ce que l'activité de cette hypophyse est soumise sous le contrôle de l'hypothalamus? Alors, on va essayer de rappeler la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse. On vient de montrer que l'hypophyse contrôle par voie sanguine l'activité ovarienne qui, à son tour, contrôle l'activité de l'utérus. Alors, mais l'hypophyse est reliée à l'hypothalamus par une zone qu'on appelle la tige pituitaire. Et qu'au niveau de l'hypothalamus, il va y avoir un certain nombre de neurones qui sont en relation avec les cellules hypophysaires, plus exactement de l'hypophyse antérieure, et qui sont sécrétrices de LH et de FSH. Et que cette relation se fait par voie sanguine à travers la tige pituitaire. Donc, on va essayer de voir est-ce que l'hypothalamus contrôle l'activité hypophysaire. On va passer donc à une autre série d'expériences réalisées toujours sur des souris pubaires. Alors, je commence par la première expérience qui consiste à réaliser chez cette souris qui est ovariectomisée et hypophysectomisée des injections dans le sang, des extraits hypophysaires, FSH et LH en concentration adaptée. On remarque chez cette souris qu'il n'y a pas de développement de la muqueuse utérine. La déduction, les hormones hypophysaires n'agissent pas directement sur le cycle utérin, mais nécessitent un relais ovarien, ce qui montre que ce sont les hormones ovariennes sécrétées sous le contrôle des hormones hypophysaires qui contrôlent le cycle utérin. Je passe à une autre série d'expériences. Maintenant, vous voyez que chez cette souris, on va réaliser des lésions de certaines zones de l'hypothalamus.
On constate qu'il y a une diminution de la sécrétion des gonadostimulines et un arrêt des cycles ovariens et utérins. On peut corriger ces troubles par des injections d'extraits hypothalamiques. On remarque qu'il y a une possibilité de la reprise de la sécrétion des gonadostimulines et des cycles ovariens et utérins. On peut donc déduire que l'hypothalamus contrôle l'activité hypophysaire par une neurohormone qu'on appelle la GnRH et dont la sécrétion est pulsatile. On peut voir maintenant les conséquences de cette lésion hypothalamique sur la concentration plasmatique de LH chez une guenon pubaire. Alors, comme vous voyez, à la suite de la lésion hypothalamique, il va y avoir une chute de la concentration de LH. Parallèlement, on peut observer aussi les conséquences de la destruction de l'hypothalamus sur le fonctionnement ovarien chez une femelle de singe rhésus. Alors vous voyez que avant cette lésion, on observe un cycle hormonal normal, donc qui est représenté par une sécrétion d'œstrogènes durant le cycle. Ensuite, la sécrétion de la progestérone qui commence à partir de la phase lutéale. Par contre, à la suite de la lésion hypothalamique, on constate qu'il n'y a plus d'activité cyclique au niveau de l'ovaire. Alors, on peut corriger ces troubles de la lésion hypothalamique par des injections de GnRH. Alors, je commence par, toujours, on essaie de voir là les conséquences de la lésion hypothalamique sur le taux de LH. On constate qu'il y a une chute, comme on vient de le dire, de la sécrétion de LH et qu'on peut corriger par des injections de GnRH. Mais on va voir que si on réalise des perfusions discontinues de GnRH, il va y avoir une reprise de l'activité de l'hypophyse et une sécrétion normale de LH. Si maintenant on réalise des perfusions continues de GnRH, on remarque qu'il n'y a pas reprise de l'activité hypophysaire, donc il n'y a pas de sécrétion de LH. On peut donc déduire que l'hypothalamus stimule l'activité de l'hypophyse par l'intermédiaire de la GnRH dont la sécrétion doit être pulsatile. C'est-à-dire, comme vous le voyez, de nouveau, si on répète les perfusions qui sont discontinues de GnRH, de nouveau, il y a une reprise de l'activité de l'hypophyse. On peut voir aussi les conséquences de cette lésion hypothalamique sur l'ovaire. On vient de le voir que si on réalise la lésion hypothalamique, il n'y a pas d'activité ovarienne et qu'on peut corriger par des perfusions qui sont discontinues de GnRH. Alors vous voyez là que la perfusion continue de GnRH chez la femelle de singe rhésus après destruction des neurones hypothalamiques ne permet pas l'activité cyclique et hormonale de l'ovaire. Par contre, si on réalise une perfusion pulsatile de GnRH, on remarque qu'il y a de nouveau une reprise de l'activité de l'ovaire, qui est représentée là par la sécrétion normale de l'œstrogène et la sécrétion de progestérone durant la phase lutéale. Déduction, on peut dire que la fonction reproductrice de la femme est commandée par l'hypothalamus qui stimule par une neurohormone, la GnRH,
la sécrétion des hormones hypophysaires FSH et LH, qui à leur tour agissent sur les ovaires. La GnRH est libérée dans le sang de façon pulsatile avec une fréquence qui varie au cours du cycle. Et je précise que cette libération de GnRH sera au niveau de la tige pituitaire et qui va agir sur l'hypophyse. Alors, on peut voir là la sécrétion de GnRH qui est exprimée en nanogrammes par millilitre en fonction du temps qui est exprimé en heures, et parallèlement, on va voir les conséquences sur la sécrétion hypophysaire et plus exactement de la LH. Alors vous voyez là qu'il y a un pic ovulatoire, la LH. Mais ce pic ovulatoire, comme vous le voyez, il va être précédé par la sécrétion de GnRH. Alors si on compare la sécrétion pulsatile de GnRH et de LH au moment de l'ovulation et avant l'ovulation de quelques heures, on remarque que avant l'ovulation de quelques heures, il y a une sécrétion pulsatile de GnRH, mais la fréquence et l'amplitude est moins importante par rapport à la sécrétion au moment de l'ovulation. Vous voyez bien qu'il y a augmentation de la fréquence des pulses de GnRH ainsi que l'amplitude. Parallèlement, on constate que cette sécrétion pulsatile de GnRH va permettre la stimulation de la sécrétion hypophysaire, la LH, qui nous paraît la faible, mais en réalité, elle présente un aspect pulsatile. Et vous voyez que chaque pulse de LH est précédé par un pulse de GnRH. Par contre, lorsqu'on passe à la période ovulatoire, l'augmentation de cette fréquence de GnRH va être à l'origine donc du pic ovulatoire. Et comme on l'a vu que durant la phase lutéale, la sécrétion de LH est faible, donc automatiquement que les pulses de GnRH vont diminuer de point de vue nombre, je parle, c'est-à-dire fréquence, ainsi amplitude durant cette phase. Et on a estimé chez la femme que durant le cycle ovarien, il va y avoir, par rapport donc à ce cycle, au niveau de la sécrétion de GnRH, durant la phase folliculaire, on estime une fréquence de 1 pulse toutes les 90 minutes. Durant l'ovulation, ça sera un pulse toutes les 50 minutes. Et durant la phase lutéale, un pulse toutes les 2 à 4 heures. Alors, on a constaté aussi que ce complexe hypothalamo-hypophysaire présente aussi une variation de son fonctionnement qui peut être influencée par l'environnement. Alors, comme vous voyez que l'hypothalamus est formé par des neurones. Ces derniers sont en communication avec d'autres parties du système nerveux où parviennent différentes informations. Le fonctionnement de l'hypothalamus peut être donc modifié par ces informations. Et la conséquence, ça sera aussi la modification de l'activité hypophysaire, puisqu'on vient de montrer que l'hypothalamus contrôle par l'intermédiaire de la tige pituitaire, c'est-à-dire par voie sanguine, la sécrétion de FSH et de LH. Alors la question qu'on peut se poser aussi maintenant, est-ce que les ovaires peuvent agir sur cette activité du complexe hypothalamo-hypophysaire? Donc, on va partir de cette constatation. L'ovariectomie entraîne une chute du taux sanguin des oestrogènes et elle est suivie par une hausse des taux de FSH et de LH. Comment expliquer ce phénomène?
Chez la femelle du marac, possède un cycle sexuel dont les phases et la durée sont identiques à celles de la femme. On mesure les variations moyennes de la concentration en LH, qui est une hormone hypophysaire. D'une part, chez une guenon normale, durant 3 cycles successifs, comme vous le voyez, durant le mois de janvier, février et mars, on remarque qu'il y a une sécrétion normale de LH. Et d'autre part, chez une guenon ovariectomisée, on remarque que la sécrétion de LH est constamment élevée chez cette femelle ovariectomisée. On peut déduire que l'ablation des ovaires chez les guenons provoque la production importante de LH au niveau de l'hypophyse et que lorsque les ovaires sont en place, ils freinent la synthèse de cette LH, sauf au moment de l'ovulation. Ainsi, l'hypophyse contrôle les ovaires, mais en retour, les ovaires contrôlent l'hypophyse. Ce mécanisme est appelé rétrocontrôle. On peut voir maintenant ce rétrocontrôle par les injections des hormones ovariennes. Exemple, on va voir l'effet de l'injection d'œstradiol sur la sécrétion de LH chez une femelle marac ovariectomisée. Alors, on remarque que chez cette femelle, le taux de LH il est élevé, qui est dû à la castration bilatérale. On va réaliser une perfusion d'œstradiol à 60 picogrammes par millilitre, qui est considéré comme étant un taux faible. Et on va maintenir cette perfusion durant environ 16 jours. La conséquence, on remarque qu'il y a une chute du taux de LH. Donc, cette perfusion d'œstradiol a freiné la sécrétion hypophysaire de LH. On va essayer de remplacer maintenant cette perfusion d'œstradiol à faible taux par une injection à une forte dose d'œstradiol. On remarque que cette forte dose d'œstradiol va permettre de stimuler la sécrétion hypophysaire, d'où un pic de sécrétion de LH. Je peux voir aussi les effets de l'injection d'œstradiol à faible dose sur la sécrétion de GnRH et de LH chez une femelle marac ovariectomisée. Alors, on remarque que avant l'injection, le taux de GnRH il est plus important par rapport au moment où lorsqu'on va injecter les œstradiols, la conséquence, ça sera une diminution de la fréquence et de l'amplitude de la GnRH et qui va avoir aussi une conséquence sur la sécrétion de LH. On peut donc déduire que l'œstradiol injecté à faible dose exerce par rétrocontrôle négatif la diminution de la sécrétion de GnRH au niveau de l'hypothalamus et de LH au niveau de l'hypophyse. Donc, l'œstradiol à faible dose exerce un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors, il est maintenant possible d'établir un schéma final qui résume les interactions hormonales entre les organes impliqués au cours des cycles sexuels chez la femme et qu'on a estimé de durée de 28 jours. Je commence par la phase folliculaire qui varie donc du 1er au 14e jour du cycle, au cours de laquelle le complexe hypothalamo-hypophysaire, représenté par l'hypothalamus, stimule la sécrétion hypophysaire par la GnRH, lequel hypophyse antérieur répond par une sécrétion de LH et de FSH, laquelle FSH
stimule au niveau de l'ovaire la croissance folliculaire. Le follicule en croissance va libérer dans le sang de l'œstradiol, mais à faible dose. L'œstrogène va agir d'une part sur l'utérus et plus exactement au niveau de l'endomètre, qui va permettre de stimuler l'épaississement de l'endomètre, et au niveau du col de l'utérus pour permettre de resserrer l'émail donc de la glaire cervicale. D'autre part, cette faible quantité d'œstradiol va agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire par rétrocontrôle négatif, ce qui va entraîner une diminution de la sécrétion des pulses de GnRH et par conséquent, donc, la diminution de la sécrétion de FSH responsable de l'atrésie folliculaire. Si on passe maintenant à la deuxième phase du cycle, donc l'ovulation, on remarque qu'au niveau de l'ovaire, le follicule mûr va sécréter une quantité importante d'œstradiol, lesquels oestrogènes vont agir sur l'utérus et plus exactement au niveau de l'endomètre pour stimuler l'épaississement de l'endomètre ainsi que sur le col de l'utérus où la glaire devient plus relâchée. D'autre part, cette quantité importante des oestrogènes va stimuler le complexe hypothalamo-hypophysaire par rétrocontrôle positif, d'où il va y avoir augmentation rapide des pulses de GnRH qui va accélérer aussi la sécrétion hypophysaire et la conséquence, ça sera une sécrétion d'un pic de LH et de FSH responsable au niveau de l'ovaire de l'ovulation, c'est-à-dire l'expulsion de l'ovocyte accompagné avec les cellules folliculaires. C'est ce que nous avons appelé donc le rétrocontrôle positif responsable du déclenchement de l'ovulation. Et au cours de la dernière phase du cycle, c'est la phase lutéale, l'hypothalamus donc stimule la sécrétion de LH et de FSH, laquelle quantité de LH et de FSH durant l'ovulation va permettre, surtout c'est le pic de LH, qui va permettre la transformation du follicule rompu en corps jaune et le maintien de ce corps jaune, ainsi la stimulation de la sécrétion par ce corps jaune des deux hormones, d'une part une quantité importante de progestérone et une quantité moins importante par rapport au premier pic de sécrétion des oestrogènes durant la phase folliculaire et plus exactement 12 heures avant l'ovulation, lesquelles hormones ovariennes vont agir d'une part sur l'utérus et au niveau de l'endomètre pour permettre la formation de la dentelle utérine et au niveau du col de l'utérus pour resserrer le maillage de cette glaire cervicale. D'autre part, la quantité de progestérone sécrétée, qui est importante, avec les oestrogènes, va exercer sur le complexe hypothalamo-hypophysaire une rétroaction qui est négative. Et la conséquence, enfin, donc, ça sera une diminution de GnRH et des hormones hypophysaires. En fin de la phase lutéale, le corps jaune dégénère, ce qui entraîne une chute du taux plasmatique de progestérone et de stradiol, qui sont à l'origine des menstruations, et de la levée de l'inhibition, c'est-à-dire ce rétrocontrôle négatif exercé par ces hormones ovariennes. D'où la FSH, de nouveau, elle va reprendre, elle va augmenter donc et permet la reprise d'un nouveau cycle. Voilà, ainsi,
Comme ça, j'ai terminé l'explication de la régulation de la fonction de reproduction chez la femme. J'espère que cette séance était bénéfique. Je vous souhaite un bon travail et bonne chance. Merci.